Bienvenue sur Lumière Noire, la chaîne où chaque histoire rallume l'espoir. Aujourd'hui, je vous dévoile le destin bouleversant de Modibo Keïta, cet Africain ordinaire dont la vie a basculé dans l'extraordinaire. Une histoire vraie qui prouve qu'aucune situation n'est désespérée, qu'aucun rêve n'est impossible quand Dieu décide d'intervenir. Préparez-vous à un récit qui transformera votre vision du possible. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante. Un like pour soutenir cette chaîne. Chapitre 1. L'enfant des poussières. Dans les ruelles poussiéreuses de Bamako, au cœur du Mali, il y avait un garçon que tout le monde avait abandonné. Son nom, Modibo Keïta. Pas le président, non. Juste un enfant parmi des millions d'autres, invisible aux yeux du monde, transparent même pour sa propre famille. Modibo est né en 1987 dans le quartier de Badala-Bougou, l'un des secteurs les plus pauvres de la capitale malienne. Sa mère, Aminata, était une vendeuse ambulante qui parcourait les marchés avec des cacahuètes grillées sur la tête. Son père? Personne ne savait vraiment. Certains disaient qu'il était parti chercher fortune en Côte d'Ivoire. D'autres murmuraient qu'il avait simplement fui ses responsabilités, comme tant d'autres hommes écrasés par la misère. L'enfance de Modibo n'avait rien d'un conte de fées. Pendant que d'autres gamins de son âge jouaient au football, avec des ballons de fortune lui passaient ses journées à fouiller les décharges publiques, cherchant des bouteilles en plastique, des bouts de métal, n'importe quoi qui pourrait se vendre contre quelques francs CFA. Ses mains, à seulement 8 ans, portaient déjà les cicatrices d'une vie trop dure pour un enfant. Sa mère faisait ce qu'elle pouvait. Chaque soir, elle rentrait épuisée, les pieds enflés d'avoir marché toute la journée sous le soleil impitoyable du Sahel. Elle versait sur la table bancale le maigre butin de sa journée. Quelques pièces, rarement des billets. Et puis, elle regardait Modibo avec ses yeux remplis d'une tristesse infinie, cette culpabilité qui ronge les parents incapables de nourrir leurs enfants convenablement. « Demain, ce sera mieux, mon fils », murmurait-elle chaque nuit. Mais demain ne venait jamais. Ou plutôt, demain ressemblait toujours à aujourd'hui. L'école? Un luxe que la famille Keïta ne pouvait pas se permettre. Pendant que les enfants des quartiers plus aisés apprenaient à lire et à écrire, Modibo apprenait à survivre. Il apprenait que la faim est une compagne fidèle qui ne vous quitte jamais vraiment. Il apprenait que les rêves sont un privilège des riches et que pour les pauvres, il n'existe que le présent immédiat, la survie du jour. À 10 ans, sa mère tomba malade. Une simple infection qui aurait pu être soignée facilement avec les bons médicaments. Mais les bons médicaments coûtaient cher et les hôpitaux publics débordés ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Modibo passa des semaines à courir d'un dispensaire à l'autre, implorant les médecins, les infirmières, n'importe qui capable de sauver sa mère. « Nous n'avons pas de place », lui répétait-on. « Revenez demain », lui disait-on. « Il faut payer d'abord », lui expliquait-on. Aminata mourut 3 semaines plus tard, dans cette même pièce unique où Modibo était né. Elle mourut en tenant la main de son fils, en lui murmurant ces derniers mots qui allaient hanter l'enfant pendant des années. « Pardonne-moi de ne pas avoir été une meilleure mère. » Modibo, à 10 ans et demi, se retrouva orphelin dans une ville qui ne pardonne pas aux faibles. Les premiers mois furent un cauchemar. Des oncles, des tantes qu'il connaissait à peine se présentèrent, non pas pour l'aider, mais pour réclamer les quelques possessions qu'Aminata avait laissées. Le matelas défoncé, les 2 casseroles cabossées, les vêtements élimés, tout fut emporté. Modibo resta avec le strict minimum. Les habits qu'il portait sur lui et un vieux foulard de sa mère, qu'il cachait précieusement sous sa chemise. Il rejoignit alors une bande d'enfants des rues, ces garibous, comme on les appelle en Bambara. Ils squattaient sous le pont de Sotouba, dormaient à même le béton, se partageaient les restes trouvés dans les poubelles des restaurants. La nuit, ils se serraient les uns contre les autres pour avoir moins froid pendant la saison sèche et pour se protéger des prédateurs humains pendant toutes les autres saisons. Car les enfants des rues sont une proie facile. Modibo apprit rapidement à se méfier de tout le monde.
Les hommes qui promettaient du travail et qui voulaient autre chose. Les policiers qui les chassaient à coups de matraque. Les commerçants qui les accusaient de tous les vols du quartier. Les adultes qui les considéraient comme de la vermine à éliminer. À 12 ans, Modibo était devenu dur comme la pierre. Ses yeux, autrefois brillants de cette innocence de l'enfance, étaient maintenant ternes, éteints. Il avait développé un sixième sens pour détecter le danger, pour savoir quand fuir, quand se faire invisible. Il avait aussi appris à ne faire confiance à personne, à ne compter que sur lui-même, à enterrer profondément toute émotion qui pourrait le rendre vulnérable. Un jour, alors qu'il mendiait près du grand marché, une vieille femme s'approcha de lui. Elle s'appelait Fatoumata, et contrairement aux autres passants qui l'ignoraient ou le chassaient, elle s'accroupit à sa hauteur et le regarda vraiment, comme si elle voyait une personne et non pas juste un mendiant de plus. « Comment tu t'appelles, petit ?» demanda-t-elle avec une douceur que Modibo avait presque oubliée. « Modibo !» répondit-il mécaniquement, sans lever les yeux. « Modibo comment ?»« Keita. » La femme resta silencieuse un long moment. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit non pas quelques pièces, mais un billet de 1000 francs CFA, une petite fortune pour un enfant des rues. Elle le tendit à Modibo, mais quand il voulut le prendre, elle retint sa main. « Ce nom que tu portes, Keita, c'est un nom de roi, » dit-elle gravement. « Tes ancêtres ont construit des empires. Le sang des guerriers et des sages coule dans tes veines. Ne l'oublie jamais, même quand tout semble perdu. » Modibo la regarda, abasourdi. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne lui avait jamais dit qu'il était quelqu'un, qu'il venait de quelque part, qu'il avait une histoire. « Dieu ne t'a pas abandonné, petit Keita, » continua la vieille femme. « Il te prépare pour quelque chose de grand. Les diamants se forment sous pression et tu es pressé de toutes parts. Mais vient un jour où tu brilleras, je le sens. » Elle lui donna l'argent et s'en alla, disparaissant dans la foule du marché avant que Modibo puisse même la remercier. L'enfant resta là, figé, tenant ce billet dans sa main tremblante, sentant quelque chose se réveiller au fond de lui. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. L'espoir. Un espoir minuscule, fragile comme une flamme de bougie dans le vent. Mais un espoir quand même. Les années suivantes furent un lent combat vers la lumière. Modibo continua à vivre dans la rue, mais il commença à observer le monde différemment. Il traînait près des écoles, écoutant les leçons à travers les fenêtres ouvertes. Il ramassait les cahiers jetés, les livres abandonnés, et le soir, à la lumière des lampadaires, il s'enseignait lui-même à lire. Les lettres étaient d'abord des symboles mystérieux, puis progressivement, elles prirent sens. Les mots se formèrent, les phrases se construisirent. À 15 ans, Modibo savait lire et écrire mieux que beaucoup d'enfants scolarisés. Il avait dévoré tous les livres qu'il avait pu trouver, des manuels scolaires aux romans déchirés. La lecture était devenue son échappatoire, sa fenêtre sur un monde plus vaste que les rues crasseuses de Bamako. Un menuisier du quartier, impressionné par sa détermination, lui offrit un travail informel. Rien d'extraordinaire, balayer l'atelier, ranger les outils, porter les planches. Mais c'était un début. Modibo se révéla un travailleur acharné, arrivant avant l'aube et partant après le crépuscule. Le menuisier, touché par son dévouement, commença à lui enseigner le métier. Les mains de Modibo, abîmées par les années dans les décharges, apprirent à manipuler les outils avec précision. Ses doigts, habitués à chercher de la nourriture dans les ordures, se mirent à créer de belles choses. Des tables, des chaises, des portes sculptées. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans ce travail, quelque chose qui guérissait lentement les blessures de son âme. Mais Modibo voulait plus. Cette graine plantée par la vieille Fatoumata avait germé, et maintenant un arbre grandissait dans son cœur. Un arbre nommé ambition, nourri par les eaux de l'espoir et du travail acharné. À 18 ans, il entendit parler d'un programme de formation professionnelle offert par une ONG internationale. Il cherchait de jeunes Maliens motivés pour apprendre la menuiserie moderne, la mécanique, l'informatique. Modibo savait que sa chance était là. Mais il y avait un problème.
L'inscription nécessitait un certificat de naissance, des papiers d'identité, des documents qu'il n'avait jamais eus. Pendant des semaines, Modibo navigua dans les méandres de l'administration malienne. Il courut d'un bureau à l'autre, remplit des formulaires incompréhensibles, attendit des heures dans des files interminables. Chaque fonctionnaire lui demandait quelque chose qu'il n'avait pas. Chaque porte semblait se fermer avant même qu'il puisse frapper. C'était comme si le système entier était conçu pour empêcher les gens comme lui de s'en sortir, comme si la bureaucratie était une muraille infranchissable entre le monde des pauvres et celui des opportunités. Un soir, découragé après une énième journée de démarches infructueuses, Modibo s'assit au bord du fleuve Niger et pleura pour la première fois depuis des années. Il pleura sur sa mère morte, sur son enfance volée, sur tous ses rêves qui semblaient toujours hors de portée. Il pleura sur cette injustice fondamentale d'être né pauvre dans un monde fait pour les riches. Et c'est là, au moment où il était prêt à abandonner, au moment où il allait jeter à l'eau tous ses papiers incomplets et renoncer à ce rêve stupide, qu'il se souvint des paroles de la vieille Fatoumata. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te prépare pour quelque chose de grand. Modibo releva la tête, essuya ses larmes et prit une décision. Il allait continuer. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était probable, mais parce que renoncer signifierait trahir cette version de lui-même qu'il était en train de construire péniblement, brique par brique. Le lendemain, il retourna à la mairie, puis au tribunal, puis au commissariat. Il persista, il insista, il refusa de partir avant d'avoir obtenu ce dont il avait besoin. Et miracle, après 3 mois d'efforts, il obtint enfin ses papiers d'identité. Avec ses documents précieux serrés contre sa poitrine, Modibo se présenta au centre de formation. Il y avait des centaines de candidats pour seulement 30 places. Des jeunes mieux habillés que lui, mieux nourris, mieux préparés. Des jeunes qui avaient des parents pour les soutenir, des professeurs pour les guider, un filet de sécurité en cas d'échec. Modibo n'avait rien de tout cela. Tout ce qu'il avait, c'était son histoire, ses mains calleuses et ce feu inextinguible qui brûlait maintenant dans son cœur. L'entretien de sélection fut le moment le plus terrifiant de sa vie. Face à un panel de 3 évaluateurs européens et maliens, Modibo dut expliquer pourquoi il méritait cette place. Il aurait pu mentir, embellir son histoire, prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas. Mais il choisit la vérité. Il leur raconta tout. L'enfance dans la misère, la mort de sa mère, les années dans la rue, la faim, la peur, la solitude. Il leur raconta comment il s'était enseigné lui-même à lire sous les lampadaires, comment il avait appris la menuiserie en observant et en pratiquant sans relâche, comment chaque jour il se battait pour devenir meilleur que la veille. « Je ne suis pas le candidat le plus qualifié ici », admit-il honnêtement. Mais je suis celui qui a le plus besoin de cette chance et celui qui la chérira le plus. Donnez-moi cette opportunité, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je ne sais pas ce que signifie échouer quand on a déjà tout perdu. Tout ce que je sais faire, c'est me battre jusqu'au dernier souffle. Le silence qui suivit son témoignage sembla durer une éternité. Les évaluateurs se regardèrent, échangèrent quelques mots à voix basse. Puis la directrice du programme, une Française aux cheveux gris nommée Madame Dubois, sourit doucement. « Bienvenue dans le programme Modibo Keïta. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, Modibo dormit profondément, sans cauchemar, sans cette anxiété perpétuelle qui l'accompagnait habituellement. Il dormit avec un sourire sur les lèvres, sachant que demain, enfin, allait être différent d'aujourd'hui. Le programme de formation dura 2 ans. 2 années intenses où Modibo apprit l'informatique de base, la gestion de projet, la menuiserie industrielle et surtout, il apprit à croire en lui-même. Il n'était plus l'enfant des décharges, il n'était plus le mendiant invisible. Il était Modibo Keïta, un jeune homme avec des compétences, avec des rêves, avec un avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce n'était que le début du voyage de Modibo. Le vrai miracle, la vraie transformation, était encore à venir. Et tout commencerait avec une rencontre improbable qui changerait non seulement sa vie,
mais aussi celle de centaines d'autres personnes. Voilà la fin du chapitre 1. Incroyable, n'est-ce pas? Cette histoire ne fait que commencer, et je vous promets que la suite va vous bouleverser encore plus. Si vous voulez connaître la suite de cette transformation extraordinaire, abonnez-vous et activez la cloche. Un like pour soutenir Lumière Noire et ses histoires qui rallument l'espoir. Chapitre 2. La main de Dieu. Modibo Keïta avait 20 ans quand sa vie bascula pour la deuxième fois. Il travaillait désormais dans un atelier de menuiserie moderne, gagnait un salaire modeste mais régulier et louait une petite chambre dans le quartier de Kalabankoura. Ce n'était pas le luxe, loin de là, mais comparé à ses années dans la rue, c'était le paradis. Chaque matin, il se réveillait en remerciant Dieu pour cette nouvelle vie. Il envoyait une partie de son salaire à d'autres enfants des rues, ceux qui squattaient encore sous le pont de Sotuba, où il avait lui-même survécu. Il n'oubliait jamais d'où il venait. Comment le pourrait-il? Les cicatrices sur ses mains, les souvenirs dans son cœur, tout lui rappelait constamment le chemin parcouru. Mais Modibo sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait. Une intuition profonde, presque spirituelle, lui murmurait que son histoire n'était pas terminée, que toute cette souffrance devait avoir un sens, un but plus élevé. Il priait souvent, demandant à Dieu de lui montrer le chemin, de lui révéler pourquoi il avait survécu quand tant d'autres enfants des rues mouraient jeunes, oubliés de tous. La réponse vint d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'était un vendredi après-midi, à la fin de la journée de travail. Modibo rangeait ses outils quand son patron l'appela dans le bureau. Il y avait là un homme qu'il n'avait jamais vu, un Européen d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, avec des yeux bleus perçants et une présence qui commandait le respect. « Modibo, je te présente Monsieur Jean-Pierre Moreau, » dit son patron. « Il est ici pour un projet spécial et il a demandé à te rencontrer. » Modibo serra la main de l'étranger, perplexe. Pourquoi un homme comme celui-ci voudrait-il le rencontrer, lui? « Asseyez-vous, Modibo, » dit Jean-Pierre en français avec un léger accent. « On m'a beaucoup parlé de vous. Madame Dubois, vous vous souvenez d'elle, la directrice du programme de formation que vous avez suivi ?» Modibo hocha la tête. Comment pourrait-il oublier la femme qui lui avait donné sa chance? « Elle m'a raconté votre histoire, pas juste les faits, mais qui vous êtes vraiment. Votre résilience, votre détermination, votre refus d'abandonner malgré tout. Elle dit que vous êtes quelqu'un de spécial. » Modibo ne savait pas quoi répondre. Il n'était pas habitué aux compliments, et encore moins à ce genre d'attention. Jean-Pierre se pencha en avant, ses yeux fixant intensément ceux de Modibo. « Je dirige une fondation internationale qui construit des centres de formation professionnelle en Afrique. Nous sommes en train d'ouvrir un nouveau centre ici à Bamako, le plus grand que nous ayons jamais construit. Nous cherchons quelqu'un pour diriger le département de menuiserie et de formation des jeunes défavorisés. » Le cœur de Modibo s'accéléra. Dirigeait-il vraiment cette conversation vers où il pensait? « Le problème, continua Jean-Pierre, c'est que nous ne voulons pas quelqu'un avec juste des qualifications académiques. Nous voulons quelqu'un qui comprend vraiment ces jeunes, quelqu'un qui a marché dans leurs chaussures, quelqu'un qui peut les inspirer parce qu'il a vécu ce qu'ils vivent. Madame Dubois pense que vous êtes cet homme. Qu'en dites-vous? » Modibo resta sans voix. Des dizaines de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Lui, diriger un département, former d'autres jeunes? C'était impossible. Il avait à peine 20 ans, il venait tout juste de sortir de la rue, il n'avait aucune expérience en gestion, en enseignement. « Monsieur Moreau, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je suis honoré, vraiment, mais je ne suis pas sûr d'être qualifié pour un tel poste. Il y a sûrement des gens plus expérimentés, mieux formés. » Jean-Pierre sourit. « Laissez-moi vous raconter quelque chose, Modibo. J'ai commencé cette fondation il y a 15 ans. Nous avons construit des centres dans 8 pays africains. Et vous savez ce que j'ai appris? Les qualifications sur papier ne signifient rien comparées au feu dans le cœur. J'ai vu des professeurs diplômés échouer là où des anciens de la rue ont réussi. Simplement parce qu'ils avaient la passion, la connexion authentique avec les jeunes. » Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer. « Bien sûr, nous vous formerons.
Vous passerez 6 mois en France dans notre centre principal, vous apprendrez les techniques pédagogiques modernes, la gestion d'équipe, tout ce dont vous aurez besoin. Mais l'essentiel, cette compréhension profonde de ce que signifie lutter, survivre et s'élever, ça, on ne peut pas l'enseigner. Et vous l'avez déjà. Modibo sentit ses yeux se remplir de larmes. Toute sa vie, il avait été considéré comme rien, comme personne. Et maintenant, cet homme, ce Français important, avec sa fondation internationale, lui offrait non seulement un emploi, mais une mission, un but, une chance de transformer sa souffrance en quelque chose de beau. Quand devrais-je commencer ? Demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jean-Pierre éclata de rire et lui tendit la main. Est-ce que dans 2 semaines c'est trop tôt ? Nous devons commencer votre formation le plus vite possible. Le centre ouvrira dans 8 mois. Cette nuit-là, seul dans sa petite chambre, Modibo tomba à genoux et pleura comme il n'avait jamais pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude pure, de reconnaissance écrasante envers ce Dieu qui ne l'avait effectivement jamais abandonné, qui l'avait guidé à travers la vallée de l'ombre de la mort pour l'amener ici, à ce moment précis. Il repensa à sa mère, morte dans la misère, en s'excusant de ne pas avoir été une meilleure mère. Si seulement elle pouvait le voir maintenant, si seulement elle savait que son fils, l'enfant qu'elle n'avait pas pu sauver, allait maintenant sauver des centaines d'autres enfants. « Maman », murmura-t-il dans l'obscurité, « regarde ce que ton fils est devenu. Tout ce que nous avons souffert n'était pas vain. Dieu avait un plan depuis le début. » Les 6 mois en France furent une révélation. Modibo découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Des villes où l'eau coulait propre de chaque robinet, où personne ne dormait dans la rue, où même les pauvres avaient accès aux soins médicaux. Mais plus important encore, il apprit. Il apprit avec une voracité qui impressionna tous ses formateurs. Il étudiait les techniques pédagogiques pendant le jour et lisait des livres sur le leadership et la psychologie pendant la nuit. Il observait comment les formateurs français interagissaient avec leurs élèves, comment ils motivaient, comment ils disciplinaient avec fermeté mais sans cruauté. Il absorbait tout comme une éponge, sachant que chaque leçon qu'il apprenait serait un outil pour aider les jeunes qui l'attendaient au Mali. Mais Modibo ne se contenta pas d'apprendre la théorie. Il insista pour passer du temps dans les quartiers difficiles de Paris, dans les banlieues où vivaient les immigrés africains, où la pauvreté et le désespoir ressemblaient à ce qu'il avait connu à Bamako. Il voulait comprendre que la souffrance était universelle, que partout dans le monde, des jeunes luttaient pour leur place au soleil. À son retour au Mali, le centre de formation professionnelle Espoir Nouveau était presque terminé. C'était un complexe magnifique, des ateliers modernes, des salles de classe équipées, des dortoirs pour les élèves venus de loin, même une petite clinique médicale. Jean-Pierre n'avait pas lésiné sur les moyens. Il avait investi des millions pour créer un véritable sanctuaire d'apprentissage et d'espoir. Le jour de l'inauguration officielle fut grandiose. Le ministre de l'Éducation était présent, ainsi que des ambassadeurs, des représentants d'ONG, des journalistes. Mais ce qui toucha le plus Modibo, c'était la présence de ces dizaines de jeunes, certains venus des rues, d'autres de villages, reculés tous, avec cette lueur dans les yeux, qu'ils reconnaissaient bien cette lueur d'espoir mêlée de peur, ce désir désespéré de croire que peut-être, juste peut-être, leur vie pouvait changer. Quand vint le moment pour Modibo de prendre la parole, il monta sur l'estrade avec des jambes tremblantes. Devant lui, des centaines de pères Dieu le fixaient. Il aurait pu préparer un discours formel, professionnel. Mais ce n'était pas son style. Ce n'était pas ce dont ces jeunes avaient besoin. Il y a 10 ans, commença-t-il, sa voix amplifiée par les micros, je dormais sous le pont de Sotouba. Je fouillais les poubelles pour manger. Je n'avais aucun espoir, aucun avenir, aucune raison de croire que ma vie serait différente de celle de ma mère qui est morte dans la misère. Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Même les dignitaires s'étaient tus, captivés par ces mots crus, honnêtes. « Regardez-moi maintenant.
Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous dis ça pour que vous compreniez une chose fondamentale. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Même quand tout semble perdu, même quand vous avez faim, froid, peur, il est là. Il vous prépare. Chaque épreuve que vous traversez vous forge, fait de vous quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus capable de faire une différence dans ce monde. Modibo vit des larmes couler sur les joues de certains jeunes. Il vit des têtes hochées en signe de compréhension. Il vit des visages s'illuminer d'un espoir nouveau. Ce centre n'est pas juste un endroit où vous apprendrez un métier, continua-t-il avec passion. C'est un endroit où vous découvrirez qui vous êtes vraiment, où vous réaliserez votre potentiel, où vous comprendrez que votre passé ne définit pas votre avenir. Ici, nous ne regardons pas d'où vous venez, nous regardons où vous allez. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Mais ce qui compte vraiment pour Modibo, ce fut ce qui se passa après, quand les jeunes vinrent le voir individuellement, lui serrant la main, le remerciant, lui confiant leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Un garçon en particulier marqua Modibo. Il s'appelait Ibrahim, il avait 13 ans, et son histoire était terriblement similaire à celle de Modibo. Orphelin, vivant dans la rue, survivant au jour le jour. Quand il s'approcha de Modibo, il tremblait légèrement. « Monsieur Keïta, murmura-t-il, vous pensez vraiment que quelqu'un comme moi peut changer sa vie? Vous pensez vraiment que Dieu se soucie de nous ?» Modibo s'agenouilla pour être au niveau des yeux du garçon. Il vit dans ce jeune visage sa propre image d'il y a 10 ans. La même peur, le même désespoir, mais aussi la même étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre complètement. « Ibrahim, dit-il doucement mais fermement, je ne pense pas que Dieu se soucie de toi, je le sais. Tu veux savoir pourquoi je le sais? Parce que si Dieu s'est soucié de moi, un enfant qui ne méritait rien de spécial, qui n'avait rien à offrir, alors il se soucie certainement de toi aussi. Et je te promets quelque chose, si tu travailles dur, si tu crois en toi-même, si tu refuses d'abandonner, dans 10 ans, tu seras là où je suis maintenant, peut-être même plus haut. » Les yeux d'Ibrahim s'illuminèrent. « Je travaillerai dur, monsieur. Je vous le promets. Je ne vous décevrai pas. » « Tu ne peux pas me décevoir, Ibrahim. Tu ne peux décevoir que toi-même. Et je ne pense pas que tu feras ça. » Au cours des mois suivants, le centre Espoir Nouveau devint bien plus qu'un simple lieu de formation. Il devint un phénomène, une révolution silencieuse dans la façon dont le Mali approchait l'éducation des jeunes défavorisés. Modibo avait mis en place un système unique. Les élèves n'apprenaient pas seulement des compétences techniques, ils apprenaient aussi l'estime de soi, la dignité, la responsabilité. Chaque matin commençait par une session de motivation où les jeunes partageaient leurs progrès, leurs défis, leurs victoires. Modibo avait institué une règle. Personne ne quittait le centre sans avoir aidé au moins une autre personne pendant la journée. « Nous sommes sortis de la misère », disait-il souvent. « Maintenant, nous devons tendre la main à ceux qui sont encore dedans. C'est comme ça qu'on brise le cycle de la pauvreté. Pas individuellement, mais collectivement. » Les résultats furent spectaculaires. La première promotion comptait 50 élèves. À la fin de l'année, 48 avaient terminé le programme avec succès. Et surtout, tous les 48 trouvèrent du travail dans les 3 mois suivant leur graduation, un taux de placement extraordinaire dans un pays où le chômage des jeunes dépassait 50%. Mais pour Modibo, les vraies réussites n'étaient pas dans les statistiques. C'était dans les histoires individuelles. C'était Ibrahim qui, 3 ans plus tard, était devenu l'un des meilleurs menuisiers de sa promotion et qui économisait maintenant pour ouvrir son propre atelier. C'était Fatoumata. Oui, elle portait le même nom que la vieille femme qui avait changé la vie de Modibo, une jeune fille, qui avait été forcée de se prostituer pour survivre et qui était maintenant une mécanicienne qualifiée, respectée, indépendante. C'était des dizaines, puis des centaines d'histoires comme celle-là. Des vies transformées, des destins réécrits, des miracles quotidiens. La réputation de Modibo et de son centre se répandit. Des journalistes vinrent faire des reportages. Des ONG internationales voulurent comprendre son modèle pour le reproduire ailleurs.
Le gouvernement malien lui décerna une médaille d'honneur. Mais Modibo restait humble, toujours conscient que sans la grâce de Dieu, sans cette chaîne de hasard providentiel, il serait probablement encore dans la rue ou mort. Un jour, 5 ans après l'ouverture du centre, une voiture s'arrêta devant le portail. Une femme âgée en descendit, appuyée sur une canne. Modibo, qui supervisait un atelier, ne la remarqua pas immédiatement. Mais quand il tourna la tête et que leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. C'était elle, la vieille Fatoumata, celle qui, il y a tant d'années, lui avait donné non seulement de l'argent, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, la conviction qu'il était quelqu'un, que sa vie avait de la valeur. Modibo laissa tomber ses outils et courut vers elle. Il s'agenouilla devant elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Grand-mère, dit-il, utilisant le terme de respect, vous êtes revenue. Vous vous souvenez de moi ?» La vieille femme sourit, ses yeux plissés brillants de larmes également. « Comment pourrais-je oublier? Je t'avais dit que tu étais destinée à la grandeur. Je t'avais dit que Dieu te préparait pour quelque chose de spécial. Et regarde ce que tu as accompli. » « C'est grâce à vous, » sanglota Modibo. « Si vous ne m'aviez pas parlé ce jour-là, si vous ne m'aviez pas rappelé qui j'étais, je n'aurais jamais eu le courage de continuer. » Fatoumata posa sa main ridée sur la tête de Modibo. « Non, mon enfant, ce n'était pas moi. C'était Dieu qui parlait à travers moi. Je n'étais qu'un instrument, tout comme tu es maintenant un instrument pour ces jeunes. Nous sommes tous des instruments dans les mains de Dieu. » Elle regarda autour d'elle, observant les ateliers bourdonnants d'activité, les jeunes concentrés sur leur travail, l'atmosphère d'espoir et de possibilités qui imprégnait chaque coin du centre. Tu as pris ta souffrance et tu l'as transformée en compassion. Tu as pris ton désespoir et tu l'as transformé en espoir pour les autres. C'est ça le vrai miracle, Modibo. Pas que tu aies échappé à la pauvreté. Beaucoup font ça et oublient d'où ils viennent. Le miracle, c'est que tu te souviens. Et parce que tu te souviens, tu peux guérir. Modibo organisa une grande réception en l'honneur de Fatoumata. Il invita tous les élèves du centre, passés et présents. Et devant cette assemblée, il raconta l'histoire de sa rencontre avec la vieille femme, comment quelques mots au bon moment avaient planté une graine qui était maintenant devenue cet arbre majestueux sous lequel des centaines de jeunes trouvaient l'ombre et le repos. « Nous ne savons jamais l'impact de nos actions, » dit-il à la foule. Un geste de gentillesse, un mot d'encouragement, un moment de compassion, ces choses peuvent changer une vie. Elles ont changé la mienne. Et maintenant, je vous charge tous d'être des Fatoumata dans la vie de quelqu'un d'autre. Sortez d'ici non seulement avec des compétences, mais avec la mission de faire une différence. Aujourd'hui, 10 ans après l'ouverture du Centre Espoir Nouveau, Modibo Keïta a 30 ans. Il est devenu une figure nationale au Mali, un symbole vivant que le changement est possible, que Dieu peut prendre les rebuts de la société et les transformer en instruments de transformation. Le centre a formé plus de 2000 jeunes. Beaucoup ont créé leurs propres entreprises, employant d'autres jeunes, brisant ainsi le cycle de la pauvreté de manière exponentielle. Certains anciens élèves sont retournés dans leur village pour ouvrir des antennes du centre, répandant ce modèle d'éducation holistique à travers tout le pays. Modibo lui-même s'est marié avec une ancienne professeure du centre, une femme magnifique nommée Aïcha, qui partage sa passion pour l'éducation des jeunes défavorisés. Ils ont 2 enfants maintenant. Et chaque soir, Modibo leur raconte son histoire, non pas pour se glorifier, mais pour leur enseigner l'humilité, la gratitude et l'importance de tendre la main aux autres. Il retourne régulièrement sous le pont de Sotouba, là où il a passé les années les plus sombres de sa vie. Mais maintenant, il n'y va pas comme un habitant, mais comme un sauveur. Il y va chercher des enfants, leur offrant une place au centre, leur offrant la même chance qu'on lui a offerte. Et quand ces enfants le regardent avec des yeux pleins de doute, se demandant si c'est trop beau pour être vrai, Modibo leur montre ses mains calleuses, ses cicatrices, les marques physiques de son passé. « Tu vois ces cicatrices ?» leur dit-il. « Elles me rappellent d'où je viens.
Mais elles me rappellent aussi que les blessures guérissent, que la douleur est temporaire et que Dieu peut transformer n'importe quelle vie, aussi brisée soit-elle. Tu n'as qu'à lui faire confiance et à ne jamais abandonner. L'histoire de Modibo Keïta n'est pas terminée. Elle continue chaque jour, dans chaque vie qu'il touche, dans chaque jeune qui sort de son centre, avec de l'espoir dans le cœur et des outils dans les mains. Son histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Il n'y a pas de vie trop petite, pas de situation trop désespérée, pas de personne trop insignifiante pour que Dieu ne puisse l'utiliser de manière extraordinaire. De l'enfant des poussières au directeur respecté, du mendiant invisible au héros national, de l'orphelin désespéré à l'instrument de Dieu pour sauver des centaines d'autres orphelins. C'est l'histoire de Modibo Keïta, l'Africain ordinaire que Dieu a rendu extraordinaire. C'est la preuve vivante que nos circonstances ne déterminent pas notre destinée. C'est le témoignage éclatant que Dieu peut encore changer nos vies, transformer nos histoires et faire de nos épreuves le terreau de nos plus grandes victoires. Et si Dieu l'a fait pour Modibo, il peut le faire pour vous aussi. Votre histoire n'est pas terminée. Votre chapitre le plus glorieux n'est peut-être pas encore écrit. Continuez à croire. Continuez à vous battre. Continuez à espérer. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Fin du chapitre 2. Quelle histoire bouleversante, n'est-ce pas? Modibo Keïta nous prouve que Dieu peut encore changer nos vies, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons traversé. Si cette histoire vous a touché, si elle a rallumé l'espoir dans votre cœur, abonnez-vous à Lumière Noire et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies qui prouvent que les miracles existent encore. Un like pour soutenir cette chaîne et partager l'espoir avec d'autres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante sur Lumière Noire, la chaîne où chaque histoire rallume l'espoir.